Il n'était ni l'icône flamboyante d'un Jean-Paul Belmondo, ni la silhouette aristocratique d'un Jean Rochefort. Il n'avait pas besoin de cascades spectaculaires ni de rôles héroïques pour imposer sa présence. Pourtant, lorsque Jean-Pierre Marielle entrait en scène, quelque chose changeait immédiatement dans l'atmosphère. Le silence s'installait, presque naturellement. Pas un silence de politesse, mais un silence d'attention. Car personne, absolument personne dans le cinéma français ne possédait une voix semblable à la sienne. Cette voix, grave, rocailleuse, enveloppante, semblait sortir d'un autre siècle. On aurait dit un chemin de campagne après la pluie, imprégné d'odeurs de terre et de vin rouge. Elle pouvait être caressante ou cruelle, ironique ou profondément mélancolique. Elle transportait avec elle une musicalité rare, une lenteur maîtrisée, une manière de poser les mots qui donnait à chaque réplique un poids particulier. Il ne parlait pas, il sculptait les phrases. Il incarnait des marginaux, des hommes faillibles, des rêveurs égarés, des pervers flamboyants, des artistes ratés, des philosophes désabusés. Il jouait rarement les héros classiques. Et ce n'était pas un hasard. Ce refus discret de la figure héroïque racontait déjà quelque chose de lui. Il préférait les fissures aux certitudes, les ombres aux projecteurs trop vifs. Alors une question s'impose. Pourquoi un acteur doté d'un tel charisme, d'une telle singularité, n'a-t-il jamais pleinement embrassé la célébrité lorsqu'elle s'est offerte à lui? Pourquoi cet homme, si capable de provoquer le rire tonitruant comme l'émotion la plus intime, s'est-il progressivement retiré dans un silence presque total durant les dernières années de sa vie? Les réponses ne sont ni simples ni entièrement lumineuses. Elles sont plus subtiles, plus humaines, parfois plus douloureuses qu'on pourrait l'imaginer. Car Jean-Pierre Marielle n'a jamais couru après la gloire. Il n'était pas fasciné par la vitesse du succès ni par la lumière artificielle des projecteurs. Il n'a jamais cherché à devenir une marque, un symbole, une statue vivante du cinéma français. Il voulait jouer, rien de plus. Servir un texte, incarner un personnage, explorer les contradictions humaines. Né le 12 avril 1932 à Paris, il grandit à Précy-le-Sec, en Bourgogne, dans un environnement à la fois rigoureux et silencieux. Son père, ouvrier dans le textile industriel, était un homme austère, peu porté sur les effusions. Sa mère, discrète et mélancolique, cultivait une sensibilité plus intérieure. L'enfance de Marielle fut studieuse, parfois étouffante, marquée par une discipline presque sévère et une forte imprégnation intellectuelle. Avant même d'envisager le théâtre, il rêvait d'écriture. Il se voyait romancier. La littérature fut son premier grand amour. Les livres représentaient un refuge, un espace de liberté dans un univers familial où les émotions se vivaient plus qu'elles ne se disaient. Il lisait avec passion, dévorant les auteurs classiques, nourrissant déjà cette profondeur intérieure qui marquera plus tard ses interprétations. Puis vint cette phrase décisive, prononcée par un professeur du lycée Carnot. « Vous n'êtes pas fait pour un bureau, vous êtes fait pour la scène. » Une phrase qui, comme une clé invisible, ouvrit une porte qu'il n'osait pas pousser lui-même. Il entra alors au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Là, il se forma avec rigueur, apprenant l'exigence du métier, la précision du geste, la musicalité du verbe. Il s'y lia d'amitié avec ceux qui deviendraient des géants du cinéma français. Mais déjà, une différence se dessinait. Tandis que certains fonçaient vers la lumière, Marielle avançait autrement. À son rythme, à contre-courant parfois. Il n'avait ni l'impatience ni l'ambition agressive. Il possédait autre chose, une intériorité dense, une ironie fine, une distance presque philosophique face au monde du spectacle. Et peut-être que tout était déjà là. Dans cette voix, dans ce regard, dans cette manière de ne jamais vouloir être exactement là où on l'attendait. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un acteur. C'est celle d'un homme qui a choisi l'art plutôt que la célébrité, la profondeur plutôt que l'éclat, la fidélité à lui-même plutôt que l'adoration des foules. Et c'est aussi l'histoire d'un effacement lent, douloureux, presque irréel. Mais avant ce silence final, il y eut la lumière. Et quelle lumière! Les débuts et la construction d'un acteur singulier. Lorsque l'on observe la trajectoire de Jean-Pierre Marielle, on comprend rapidement qu'elle ne ressemble à aucune autre. Rien n'y est spectaculaire au départ. Pas d'ascension fulgurante, pas de révélation immédiate, pas de coup d'éclat destiné à marquer les esprits. Son chemin s'est dessiné lentement, presque discrètement, comme s'il avait toujours refusé la brutalité du succès. Au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, il ne cherchait pas à dominer ses camarades. Pourtant, autour de lui, les tempéraments étaient puissants. Il côtoyait déjà Jean-Paul Belmondo, futur symbole d'un cinéma populaire et audacieux, ainsi que Jean Rochefort, dont l'élégance ironique deviendrait légendaire.
Il y avait aussi Claude Rich, autre figure marquante de cette génération dorée. Il semblait animé par une énergie conquérante. Mariel, lui, observait. Il travaillait la diction, la respiration, la lenteur. Il découvrait surtout que sa voix serait son instrument principal. Une voix naturellement grave, mais qu'il apprit à maîtriser comme un musicien accorde son violoncelle. Cette voix deviendrait plus tard sa signature. À la sortie du conservatoire, la réalité fut moins glorieuse que les rêves. Le cinéma français connaissait alors un tournant majeur avec l'arrivée de la nouvelle vague. Les visages jeunes, nerveux, modernes étaient privilégiés. Mariel, avec sa silhouette longiligne et son timbre mature, semblait appartenir à une autre époque. On ne savait pas très bien où le placer. Il débuta donc au théâtre. Le théâtre était son territoire naturel. Sur scène, il pouvait déployer cette ampleur, cette diction presque musicale, cette présence lente mais magnétique. Les planches lui permettaient de travailler la nuance. Il n'y cherchait pas la reconnaissance immédiate, mais la précision. Il aimait répéter, recommencer, polir une réplique jusqu'à ce qu'elle trouve sa respiration juste. Au cinéma, en revanche, les rôles restaient secondaires. On lui confiait des personnages d'hommes plus âgés que lui. À 30 ans à peine, il incarnait déjà des notables, des médecins, des pères de famille désabusés. Son visage semblait porter une maturité précoce. Certains réalisateurs ne savaient pas s'il devait être comique ou dramatique. Cette indécision ralentit sa carrière, mais elle façonna aussi sa singularité. Il acceptait les petits rôles sans amertume apparente. Il apparaissait dans des productions modestes, parfois oubliées aussitôt sorties. Mais à chaque apparition, même brève, il laissait une empreinte. Il ne surjouait jamais. Il donnait l'impression de penser réellement ce qu'il disait. Dans les années 1960, alors que ses anciens camarades accédaient à la notoriété, il prit une décision inattendue, s'éloigner momentanément du cinéma. Il se tourna vers les cabarets parisiens, vers des salles plus petites, plus libres. Ce choix n'était pas un renoncement, mais une affirmation. Il ne voulait pas devenir interchangeable. Il refusait de se battre pour des rôles qui ne lui correspondaient pas. « Je n'ai jamais couru après les metteurs en scène », confiera-t-il plus tard. « S'ils ont besoin de moi, ils savent où me trouver. » Cette phrase résume toute sa philosophie. Là où d'autres multipliaient les rencontres, les auditions, Mariel cultivait une forme de détachement presque aristocratique. Ce détachement n'était pas de l'orgueil. C'était une manière de préserver son intégrité. Il préférait attendre le rôle juste plutôt que d'accepter un compromis. Puis vint l'année 1969. Le réalisateur Yves Robert lui proposa un rôle central dans Le Diable par la queue. Pour la première fois, Mariel ne serait plus un simple second plan. Il avait presque 40 ans, l'âge où certains acteurs commencent déjà à décliner. Ironie magnifique, sa véritable reconnaissance arrivait tardivement. Dans ce rôle de marquis rusé et ambigu, il révéla toute l'étendue de son talent. Il était drôle sans être caricatural, élégant sans être distant, ironique sans jamais perdre une forme de tendresse. Le public découvrit enfin ce que le théâtre savait depuis longtemps. Jean-Pierre Mariel était un acteur de composition exceptionnel. Sa haute silhouette, son sourire en coin, son phrasé mordant devint immédiatement reconnaissable. Il ne ressemblait à personne. Il ne cherchait pas à séduire. Il captait. Mais malgré cette reconnaissance nouvelle, il demeurait intérieurement prudent. Il ne se laissait pas griser. Il savait que le succès pouvait être aussi fragile qu'une réplique mal prononcée. Dans les années qui suivirent, il multiplia les rôles, explorant des registres variés. Pourtant, il restait toujours légèrement en marge. Pas tout à fait une vedette commerciale, pas non plus un acteur confidentiel. Il occupait un territoire intermédiaire, un espace singulier entre popularité et exigence artistique. Ce positionnement allait devenir sa force, car Jean-Pierre Mariel n'était pas destiné à incarner des héros sans faille. Il allait devenir le visage des hommes imparfaits, des êtres excessifs, drôles, parfois grotesques, mais profondément humains. Il construisait déjà, sans le savoir, l'archétype de l'anti-héros français moderne. Et ce n'était que le début. L'anti-héros des années 70 est la naissance d'une icône atypique. Les années 1970 marquent un tournant décisif dans la trajectoire de Jean-Pierre Mariel. Après des débuts prudents, une reconnaissance tardive et une ascension sans éclat tapageur, il trouve enfin un territoire artistique à sa mesure. Mais ce territoire n'est pas celui des héros triomphants. Il appartient aux marginaux, aux hommes en crise, aux figures ambivalentes que le cinéma français commence à explorer avec une liberté nouvelle. La société change. Les mœurs évoluent. Elle, après 1968, a fissuré les certitudes bourgeoises.
Le cinéma s'autorise davantage d'irrévérence, de satire, de provocation. Et dans ce climat mouvant, Marielle apparaît comme l'interprète idéal d'une masculinité en pleine remise en question. En 1975, il incarne Henri Serin dans Les Galettes de Pont-Avet, réalisé par Joël Seria. Le film raconte l'histoire d'un représentant de commerce frustré qui, las de sa vie conjugale et de son existence terne, décide de devenir peintre érotique amateur en Bretagne. Le ton est cru, provoquant, souvent grotesque, mais sous la vulgarité assumée se cache une satire sociale féroce. Marielle y est extraordinaire. Il ne joue pas simplement un homme lubrique. Il incarne la frustration, le désarroi, la solitude masculine avec une profondeur inattendue. Il parvient à rendre tragique ce qui pourrait n'être qu'obscène. Son personnage est ridicule, certes, mais jamais totalement méprisable. Il y a chez lui une forme de désespoir sincère. Le film choque une partie du public. Certains critiques crient à la vulgarité gratuite. D'autres saluent l'audace. Quoi qu'il en soit, le long-métrage devient culte. Et Marielle, presque malgré lui, devient le visage d'un cinéma satirique et provocateur. Cette image se confirme avec Calmo, toujours réalisé par Joël Seria. Cette fois, il partage l'affiche avec Jean Rochefort. Le film raconte l'histoire de deux hommes qui fuient leur compagne pour se réfugier à la campagne et tenter de vivre dans une société exclusivement masculine avant que les femmes ne déclarent la guerre. Le propos est volontairement outrancier. La satire vise autant le machisme que les tensions de l'époque. Mais le film est accusé par certains d'être rétrograde, voire misogyne. Des voix féministes s'élèvent contre ce qu'elles considèrent comme une glorification du sexisme. Marielle devient alors, parfois malgré lui, le symbole de cette controverse. Pourtant, ceux qui le connaissent savent qu'il est à 1000 lieues de ce personnage. Cultivé, discret, profondément respectueux, il lit Spinoza et écoute de la musique classique. L'écart entre l'homme et les rôles qu'il incarne est immense. C'est précisément cette distance qui rend son jeu fascinant. Il ne juge jamais ses personnages. Il les habite. Il leur offre une densité inattendue. Là où un autre acteur aurait accentué la caricature, Marielle introduit de la nuance. Il donne à ses anti-héros une part d'humanité qui dérange presque autant que leur vulgarité. Sa voix joue un rôle central dans cette alchimie. Grave, lente, presque caressante, elle transforme les répliques les plus crues en tirades théâtrales. Comme le dira un jour Joël Seria, il avait le don de rendre la vulgarité shakespearienne. Une insulte prononcée par Marielle devenait presque un compliment poétique. Mais cette réputation a un prix. Le succès de ses films l'enferme progressivement dans une catégorie. On le sollicite pour incarner des hommes vieillissants, obsédés, névrosés, en décalage avec la modernité. Il devient l'archétype d'un certain mâle français en crise. Certains réalisateurs peinent à voir au-delà. Ils oublient qu'il possède une profondeur dramatique exceptionnelle. Derrière le rire gras et l'ironie mordante se cache un acteur capable d'introspection bouleversante. Durant cette décennie, il multiplie les tournages. Il devient un visage familier du public. Pourtant, il ne cherche jamais à capitaliser sur cette notoriété. Il refuse de se transformer en produit médiatique. Les interviews restent rares. Il fuit les mondanités. Il préfère la lecture, le vin de Bourgogne, les discussions passionnées avec quelques amis proches. Il sait que la célébrité peut être un piège. Il accepte les rôles qui l'amusent, ce qui lui permet d'explorer les contradictions humaines. Mais il ne cherche pas à devenir une star internationale. Il reste profondément français, profondément attaché à un certain théâtre de la parole. Au fil des années 70, il s'impose pourtant comme une figure incontournable. Pas une idole adolescente, pas un sex-symbole, mais un acteur respecté, admiré par ses pairs. Les jeunes comédiens observent sa maîtrise. Ils comprennent que le charisme n'a pas besoin d'excès. Marielle invente une nouvelle figure, celle de l'anti-héros charismatique. Un homme imparfait, souvent ridicule, parfois moralement discutable, mais intensément vivant. Il montre que la fragilité peut être plus intéressante que la force brute. Et au fond, cette décennie le définit durablement. Elle grave son image dans la mémoire collective. Elle installe cette silhouette longiligne, ce regard légèrement ironique, cette voix incomparable. Mais derrière cette réussite artistique, une question demeure. Comment échapper à l'étiquette? Comment prouver que l'on n'est plus qu'un rôle, plus qu'un archétype? La réponse viendra plus tard. Car Jean-Pierre Marielle n'a pas encore révélé toute l'étendue de son talent. La puissance dramatique et la reconnaissance tardive. Si les années 1970 ont installé Jean-Pierre Marielle comme une figure incontournable du cinéma satirique français, la décennie suivante va révéler une dimension plus profonde, plus grave,
presque bouleversante de son talent. Car derrière les personnages excessifs, les anti-héros grotesques et les comédies provocantes se cachait un acteur dramatique d'une puissance rare. Le public le connaissait pour son ironie, sa voix enveloppante, son art de rendre sublime l'ordinaire. Mais peu mesurait encore à quel point il pouvait incarner la douleur, la solitude, la mélancolie avec une intensité presque insoutenable. Dans les années 1980, le cinéma français évolue. Les récits se font plus introspectifs, plus sombres. Marielle trouve alors des rôles qui correspondent à sa maturité artistique. Il ne s'agit plus seulement de faire rire ou de provoquer, mais d'explorer les failles intérieures. En 1984, il impressionne dans Les Mois d'avril son Meurtrier, où il incarne un policier marqué par la violence et le désenchantement. Le personnage est fatigué, presque brisé par le monde qu'il observe. Marielle lui offre une humanité bouleversante. Son regard semble porter le poids des années, des erreurs, des regrets. Il ne joue pas la souffrance, il la suggère. Un simple silence suffit. Ce rôle marque un tournant. Les critiques commencent à reconnaître publiquement ce que les professionnels savaient déjà. Jean-Pierre Marielle n'est pas seulement un acteur comique brillant. Il est un tragédien moderne. Mais c'est en 1991 que survient peut-être son interprétation la plus marquante. Dans Tous les matins du monde, réalisé par Alain Corneau, il incarne Monsieur de Sainte-Colombe, musicien du XVIIe siècle, retiré du monde après la mort de son épouse. Le film est austère, contemplatif, presque silencieux. La musique baroque y tient une place centrale. Marielle y est méconnaissable dans sa retenue. Exit la flamboyance ironique. Il adopte une posture intériorisée, presque ascétique. Son personnage vit dans le deuil, dans le retrait, dans une fidélité obstinée à la mémoire de sa femme disparue. Chaque geste est mesuré. Chaque mot semble peser. Sa voix, autrefois tonitruante dans les comédies, devient murmure grave. Il incarne un homme qui a choisi la solitude comme refuge. La douleur n'est jamais théâtrale. Elle est contenue, presque pudique. Le film rencontre un immense succès critique et public. Il remporte plusieurs récompenses majeures et devient une référence du cinéma français des années 1990. Beaucoup considèrent que Marielle y livre la performance de sa carrière. Pourtant, une fois encore, la reconnaissance officielle lui échappe. Il est nommé, admiré, salué, mais ne reçoit pas la récompense suprême à laquelle beaucoup le destinent. Ce paradoxe l'accompagnera toute sa vie, unanimement respecté, rarement couronné. Il affirmait ne pas accorder d'importance au trophée. « Les Césars, je m'en fous », déclarait-il avec une ironie tranquille. « Je ne suis pas un acteur pour tombola ». Cette phrase résume son rapport aux distinctions. Il jouait pour le texte, pour le personnage, jamais pour la récompense. Mais derrière cette désinvolture se cachait peut-être une légère blessure, car il avait l'ampleur, la densité, la profondeur. Il avait cette capacité rare de traverser les registres sans perdre son identité. Pourtant, il demeurait dans une position intermédiaire, trop singulier pour être totalement consensuel, trop discret pour devenir une star mondiale. Cette position d'outsider lui convenait en apparence. Elle lui permettait de choisir ses rôles avec liberté, de refuser les projets qui ne l'intéressaient pas, de continuer à travailler au théâtre, son premier amour, car le théâtre restait son socle. Sur scène, il retrouvait la respiration longue, la relation directe avec le public. Il pouvait habiter des textes classiques, servir Molière, Shakespeare ou des auteurs contemporains avec la même intensité. Il disait souvent que jouer, c'était servir le texte, puis disparaître derrière lui. Cette philosophie explique peut-être son effacement relatif dans les médias. Il ne cherchait pas à construire un personnage public. Il se méfiait des projecteurs. Il préférait l'ombre discrète des coulisses. Au fil des années 1990, il continue d'alterner cinéma et théâtre. Les réalisateurs viennent à lui avec un respect quasi religieux. Les jeunes acteurs le considèrent comme un modèle. Sa voix devient iconique. Elle est sollicitée pour des narrations, des lectures, des documentaires. Elle incarne une certaine idée de la culture française, grave, raffinée, légèrement ironique. Et pourtant, malgré cette aura, Marielle reste profondément humain, accessible à ceux qui l'approchent, capable d'autodérision. Il plaisante sur ses choix de carrière, sur les films qu'il considère lui-même comme imparfaits. « J'ai fait de la merde et j'espère en faire encore », disait-il en riant. Cette lucidité le protège peut-être des désillusions. Il ne se prend jamais pour un monument. Il reste un artisan du jeu. La puissance dramatique qu'il révèle à partir des années 1980 prouve que son talent dépasse largement l'image construite dans les années 1970. Il montre qu'un acteur peut évoluer, surprendre,
se réinventer. Mais le temps avance. Et avec lui, une autre transformation plus silencieuse commence à se dessiner. Jean-Pierre Marielle n'a jamais cherché à être une légende. Il n'a jamais couru après les trophées, ni après la lumière. Pourtant, il est devenu inoubliable. Par sa voix, par son regard, par cette manière unique de rendre l'imperfection profondément humaine. Il a incarné des hommes fragiles, excessifs, drôles, parfois dérangeants, mais toujours vivants. Et même lorsque la maladie a tenté d'effacer ses souvenirs, elle n'a jamais effacé ce qu'il a laissé en nous. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un acteur que l'on célèbre. C'est une présence, une voix qui résonne encore, une silhouette qui traverse le temps. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire quel rôle de Jean-Pierre Marielle vous a le plus marqué. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains portraits d'artistes qui ont laissé une empreinte indélébile dans le cinéma. Parce que certaines voix ne disparaissent jamais vraiment.